la marche est un art de vivre, un mode de transport dominant. C'est le mode de transport réflexe, instantané. Ça n'effraie pas, il est disponible, il est fiable, il est performant, avec des motivations qui sont très protéiformes, que moi je croyais réservées aux bobos, tels que moi, tel que je suis ou tel que Julien est. C'est-à-dire que la marche a des vertus d'un sport, ça permet de s'entretenir physiquement, y compris pour les personnes âgées. C'est une culture qui peut être transmise par les aînés, en disant, ben voilà, moi, c'est mes parents qui m'ont dit que c'était quand même bien de marcher, parce qu'on dépend de personne quand on marche. On dépend pas du bon vouloir de quelqu'un. C'est un moyen de s'évader, de décompresser. Alors, je me dis, alors bon, y compris chez les gens très modestes ou chez les gens âgés, etc., qui marchent un peu par obligation, parce qu'ils n'ont pas de voiture, bah oui, et ça fait du bien, on pense à l'organisation de sa journée, on voit des détails architecturaux, on voit des gens, c'est un moment de décloisonnement. Donc c'est quand même étonnant de voir que, bah, pour moi ça m'a étonné, hein, de voir que, y compris à Cherbourg, à Châlons, à Alès, à Tarbes, à Nevers, dans des villes de taille moyenne, les gens qu'on a interrogés, qui étaient des gens qui n'avaient pas de voiture, qui avaient accès difficilement à la voiture, qui étaient âgés, plaçaient en fait la marche sur le haut du podium en disant, la marche c'est normal. Donc après, on en a voulu savoir plus. Donc on a fait une enquête avec l'IFOP en 2019, hein, juste avant le confinement, sur 2000 personnes. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, la marche, ça entre en résonance avec les aspirations individuelles. Alors, Sylvie Landriève ou Christophe Gay, hein, sur le forum du BOI, le savent bien, c'est-à-dire l'aspiration à la lenteur, se reconnecter à son environnement, mais à 70%, hein, découvrir l'histoire, le patrimoine de sa ville, marcher, c'est profiter des vitrines, des commerces, des paysages. C'est un désir d'expérience et de surprise aussi. Et puis, c'est l'aspiration à se reconnecter à soi, trouver du temps pour soi, pour réfléchir, pour se couper, etc. Ça participe bien sûr à la qualité de la vie, enfin, etc. Et donc, ça rentre en résonance, en tout cas, avec pas mal de choses et qu'on avait un peu laissé de côté, y compris ça permet de se reconnecter avec de la santé, de la forme, etc. Alors pourquoi un opérateur, ça c'est la question que m'a posée Julien, pourquoi un opérateur s'intéresse à la marche? Un opérateur de transport public, pourquoi s'intéresse-t-il à la marche? Alors il y a 6 raisons essentielles. La première, c'est d'abord, ça permet d'élargir les zones de chalandise des stations. C'est-à-dire que tout commence ou finit par de la marche. Alors, soit d'un côté, soit de l'autre, je peux avoir un vélo jusqu'à une station et ensuite prendre un transport public, ensuite finir à pied. Mais globalement, la marche, elle fait partie. C'est la première des intermodalités. On l'oublie toujours. On parle d'intermodalité, train, car, vélo et tout. Mais la marche, elle est systématique. C'est la première des intermodalités. Donc, tout ce qui va permettre de révéler les cheminements piétons, alors, puisque là, on ne doit pas parler d'aménagement, mais tout ce qui va permettre de traiter les cheminements piétons autour des arrêts, va permettre effectivement d'élargir assez naturellement les zones de chalandise des stations. C'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de déplacements de moins de 2 km, d'1,5 km en voiture qui se font en voiture. Et que s'il y avait des cheminements piétons bien conçus, s'ils étaient révélés, si on avait envie de les utiliser, etc., ça peut contribuer à diminuer la congestion automobile. Vous savez que 15% de voitures en moins, c'est la différence entre la congestion et la fluidité. Donc, ça permet d'éviter, pour les transports publics, de perdre du temps en irrégularité, de perdre du temps, je dirais, en temps de parcours, parce qu'on aura une circulation un peu plus fine, parce que des gens, peut-être, abandonneraient leur voiture pour un trajet court pour utiliser le trajet piéton. Bien sûr, on ne peut pas oublier que la marche, ça contribue à faire vivre une ville. Une ville agréable, c'est une ville qui est plaisante et c'est une ville où il y a du monde qui se croise. Et quand on est piéton, bien évidemment, ça contribue à tranquilliser une ville, ça contribue à créer de la sécurité. Quand moi, j'attends le transport public, à un moment où il n'y a pas beaucoup de monde, etc., j'ai plus tranquillisé s'il y a des gens qui marchent autour de moi parce que naturellement, la marche sera devenue naturellement le mode de déplacement le plus naturel, le plus ambitieux. Et puis, bien sûr, l'alliance de la marche et du transport public, c'est ce qui va permettre de mixer les expériences. C'est-à-dire que globalement, voilà, je prends le bus ou le tramway pour 5 stations, et puis après, à la limite, hop, juste avant le centre-ville, je descends, et puis je finis parce que je traverse la Garonne, je traverse le Rhône à pied, ou je traverse une partie du centre de Strasbourg à pied, parce que c'est joli, et puis je continue après. Et puis dans l'autre sens, je fais autrement. Et puis
le lendemain, je vais peut-être aller chercher une routine qui se trouve à 1 kilomètre, mais qui va changer mon environnement. Donc, en fait, il faut qu'on arrive pour des fleximobiles, dire des gens qui ne sont pas forcément entièrement favorables au transport public, mais en combinant ça, c'est-à-dire en combinant la marche et le transport public, on peut se créer des tas d'itinéraires différents au cours de sa semaine, au cours de son mois, et donc, bien sûr, avoir des expériences intéressantes. Puis, il y a 2 points qui sont liés là à la pandémie, c'est que ça permet de désaturer les tronçons les plus chargés. Dire qu'il faut quand même bien se rendre compte qu'à Strasbourg, comme à Bordeaux, comme sur certaines lignes de tramway de Lyon, vous avez quand même 30% du trafic qui est consacré pour faire 1, 2 ou 3 stations. Pourquoi? Parce que des gens ne savent pas ou ne comprennent pas. Je sais que Stéphane est là, je crois, pour en parler après, mais globalement, comment on va révéler les possibilités de ne pas faire correspondance quand on n'a qu'une station ou 2 stations à faire, mais comment on termine naturellement à pied sur un parcours. Et puis, donc ça, c'est vraiment lié à la pandémie parce qu'on a besoin d'avoir moins de monde et ça va durer dans les transports publics, hein, d'avoir moins de monde sur certaines sections. Et puis, il y a autre chose qu'on a oublié, c'est que la marche aussi, je sais que la FFR doit être là, mais c'est aussi le besoin de se reconnecter avec son patrimoine naturel autour des métropoles. Et là, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de citadins qui ont souffert pendant cette crise et qui continuent à en souffrir de cette manque de possibilités d'aller à l'extérieur. Certains ont redécouvert le patrimoine naturel qui n'est pas classé UNESCO, mais qui se trouve autour des villes. Et comment, effectivement, on peut développer des solutions que les transports publics ont en main, c'est de se dire, au lieu de faire une boucle, ben, je vais à un endroit, ce que faisaient très bien les chemins de Provence à une époque, c'était les premiers à le faire. Vous quittez Nice, vous descendez à Puget-Théniers, vous faites un circuit de 4 heures et vous reprenez le train entre vous à telle heure et vous revenez à Nice. Et ça, c'est quelque chose que ne peut pas offrir la voiture. Et ça, c'est renforcé par la pandémie. Donc, tout ça, ça me paraît important. C'est pourquoi un opérateur de transport public peut s'intéresser à la marche. Alors ensuite, ben, l'objectif, puisque là on est sur l'information, c'est comment on va révéler, sachant que pour beaucoup de gens, la ville, c'est une terra incognita. Les territoires, pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Alors déjà, l'organisation d'un réseau de transport, c'est compliqué, mais comprendre un territoire qui bouge sans arrêt, avec comment je comprends, comment je révèle, comment je me l'approprie, comment je me rends compte que tout compte fait, c'est vachement agréable de faire ça à pied. Il faut fluidifier, il faut éviter les pièges, il faut réassurer, il faut donner les bons plans. Alors bien sûr, on pense toujours comment on indique tout ce qui est déclivité, les escaliers, le positionnement des passages piétons dans tout un tas de zones. Là, si Olivier est là, il le sait bien, dans tout un tas de zones commerciales ou d'activités. On ne sait pas quand on descend du bus au tramway, j'ai intérêt à aller à gauche ou à droite. À gauche, je vais peut-être pas trouver de passage piéton, alors 600 mètres pour traverser la 4 voies, et si je vais à droite, il est peut-être dans 100 mètres. Mais ça, c'est jamais indiqué. La largeur des trottoirs avec lesquels je peux me promener sans problème avec un enfant ou en amoureux ou parce que je tiens la main à quelqu'un qui est fragile. Comment les largeurs des trottoirs, les alignements commerciaux, c'est agréable. On est capable d'indiquer les numéros de rue sur les plans de quartier, les plans de situation, mais on n'a pas les bancs, on n'a pas les toilettes publiques, on n'a pas toujours les arbres, ce qui va donner de la végétalisation et des éléments d'agrément ou les largeurs des trottoirs. Donc tout ça, c'est quand même des éléments importants. La réassurance aussi, hein, je vous l'ai dit pour les passages piétons et les feux. Mais par exemple, c'est aussi, ben oui, cette voie sans issue, vous pouvez la prendre en tant que piéton, parce que cette signalisation routière, elle a été faite pour les automobilistes. Mais oui, pas de problème, vous pouvez bien passer par là, parce que en tant que vélo ou à pied, vous pouvez utiliser cette voie qui est notée, en tout cas sans issue, etc. Et puis, bien évidemment, alors en signalétique ou autre, en information, il faut savoir distinguer le temps d'un flâneur du temps de celui qui marche bien. Alors, je dis d'un flâneur pour ne pas dire quelqu'un qui est fragile, parce qu'il ne faut pas stigmatiser, bien évidemment. Mais globalement, il ne faut jamais oublier que pour faire 1 kilomètre, si je marche vite, si je suis en forme, c'est 10 minutes. Si je marche doucement parce que je suis âgé, que je suis encombré, c'est 30 minutes. Eh ben, c'est pas la même histoire, 10 ou 30 minutes. Et le temps moyen, 15 minutes, c'est pas nécessairement ce vers quoi il faut aller. Il faut peut-être dire, voilà, il y a la marche flânerie et il y a la marche rapide et voilà le temps que l'on va mettre pour aller à un endroit. Et puis des choses toutes simples, parce qu'on pense souvent au digital, mais par exemple, dans les stations de métro, comme à Rennes, vous avez une annonce qui vous dit, ben voilà, à telle station, Henri Fréville, accès au centre commercial allemand. Blône, accès à l'hôpital Sud. C'est-à-dire que ça vous permet globalement de comprendre dans votre environnement qu'à une station de métro, une station de tramway, un arrêt de bus, ça va révéler des équipements, des endroits où on peut se rendre à pied, parce qu'ils ne sont pas directement visibles le long du corridor où vous êtes. Donc voilà, ce sont des éléments qui me paraissent importants. Puis surtout,
à l'heure actuelle, comment on peut encore faire? Alors, je suis désolé, je m'emballe un peu, mais on le fait aussi. Mais comment on peut encore faire des plans à vol d'oiseau? Un plan à vol d'oiseau, alors qu'il y a des fleuves ferroviaires, des fleuves, des coupures naturelles. Un plan, il doit être à distance réelle. Quand on sort d'une station, c'est que les 600 mètres ou les 1 kilomètre, c'est comment j'y vais en distance réelle et non pas à vol d'oiseau. La marche, je vous l'ai dit, c'est le rythme des vitrines, de la découverte, de la reconnexion avec soi-même, c'est le rythme de la décélération, mais c'est aussi la marche, le temps des regards croisés dans une période où on a souffert, des sourires quand on n'aura plus de mort. C'est le temps, c'est peut-être le premier réseau social, la marche. C'est ce qui va permettre de croiser des regards. Ce n'est pas un monde où la compétition a tellement sa place par rapport à la voiture ou par rapport même au vélo, quelquefois. La marche, on marche vite, on marche lentement, c'est pas un monde de la compétition. Ça contribue à faire des territoires inclusifs, à faire des territoires décarbonés, tranquilles, désirables où il fait bon vivre. La ville du quart d'heure dont on parle depuis des dizaines d'années et Carlos Moreno a remis dans son livre à la mode, la ville du quart d'heure, c'est pas uniquement de la mixité d'équipements, c'est aussi une ville où il fait bon vivre, avec une atmosphère, où on a envie de se promener, où on a envie de marcher, où on a envie de se croiser, où on a envie de créer du lien, etc. Et la marche, elle est au carrefour de tout ça, et avec la pandémie, elle est en explosion, elle est en forte augmentation. Il faut pouvoir accompagner ça dans la révélation. Excusez-moi, donc si j'ai dépassé le temps, je n'ai pas entendu Julien Tu me dire. as un petit peu dépassé, mais je le savais, donc je t'ai laissé un peu dépasser, mais avec grand plaisir, Eric. Merci pour nous avoir fait cette petite introduction. Donc, tu vas rester un petit peu avec nous pour la suite, et puis tu reviendras tout à l'heure, on te textotera au bon moment. Merci pour cette introduction toujours passionnée et passionnante.